Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. Frédéric Lard, comme avec vous, comme à l'habitude, oui, avec vous. Pour ce balado, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Je suis joint par le grand succès interplanétaire Daddy Love, et j'ai nommé a.k.a. Kevin Laramé. Kevin, comment vas-tu? Très bien, la ligne ouverte et surtout la boîte vocale très remplie cette semaine avec les conseils matrimoniaux de Daddy Love. Vous pouvez toujours me parler dans mes messages Facebook. Ben oui, si vous avez de la difficulté avec votre couple ou vous voulez comprendre un peu plus les dynamiques entre homme-femme, homme-homme ou femme-femme ou n'importe quoi, ben allez vers Daddy Love aussi, qui a aussi dit, et ça fait tiquer plus d'un, qui est un spécialiste de la douche, mais on reviendra pas nécessairement là-dessus. Ah ben peut-être si on parle de nos voyages plus tard, on va peut-être revenir justement à des spécialistes On, de l'expérience douchale au complet. Yeah, Douchal. On s'adjoint une star avec nous. On est content de l'avoir. Ça fait longtemps. Un ami de l'émission, mais qu'on n'avait pas eu, en fait, cette année. Monsieur Olivier Brett qui est avec nous. Monsieur Brett, bonjour. Le Salut Bretter. les gars. Ben ouais, je suis content. Je suis un peu inquiet des histoires de voyage de Kevin, mais très heureux de jaser avec vous aujourd'hui. Non. Ça reste, tu vas voir, ça reste dans les limites du bon goût. En même temps, le bon goût, ça reste relatif aussi. Fait que, Exactement. ça dépend quel bon goût t'as. Hey, je suis content que tu sois là. Retour de Wilfrid Nancy. Avant de commencer, je veux dire que le podcast la semaine dernière a un peu soulevé l'ire de quelques partisans, on peut. Et certains m'ont trouvé peut-être un peu présomptueux parce que j'ai dit en somme, j'ai dit je peux pas croire, je suis surpris de la réaction de certains partisans, notamment sur les médias sociaux, par rapport au retour de Wilfrid Nancy. Écoute, je suis surpris parce que j'ai dit je peux pas croire que si vous écoutez 11 Montréal, vous soyez remonté à ce point-là, vous soyez choqué à ce point-là contre Wilfrid Nancy. C'était effectivement peut-être présomptueux de ma part parce que, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que surtout l'an dernier, dans toute cette saga-là, si on peut l'appeler ainsi, on a essayé d'être nuancé, de prendre les deux parties, parce que toute situation, c'est des teintes de grise et c'est pas noir et blanc. Si j'avais à prendre un parti entre peut-être Montréal et Nancy, du moins le club, on va dire comme ça, et Nancy, oui, je comprends un peu plus Nancy, je vais le dire comme ça. J'espère que j'ai pas choqué personne. Puis je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont compris que vous avez le droit à votre opinion. Puis si vous embrassez pas le discours de 11 Montréal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à nous écouter parce que justement, on veut vous offrir le plus d'infos vraies puis le plus d'infos nuancées. Je vous invite à lire Jess Bournival qui a pris du temps pour nous écrire une lettre. Je pense que tu l'as lu, Kevin? C'est bon? Oui, absolument. Et je vous dis justement bonjour à Jess. Et désolé si je t'ai fait pencher un petit peu. C'est juste que des fois, j'ai la blague facile sans vouloir justement prendre en dérision quoi que ce soit. Mais merci beaucoup pour cette longue lettre, Jess, justement, que j'ai pris le temps de lire et vous pouvez justement voir sur nos réseaux sociaux. Je vais la partager juste avant l'émission Bon, aujourd'hui. OK. Good. Puis il a droit, puis je pense que justement c'est une lettre pleine de passion aussi, puis je sais pas si je comprends, mais je respecte son opinion, puis ça, je moins à quelle adresse il loge présentement par rapport à Wilfrid Nancy pour retour. Tiens, je t'entends, je t'ai pas vraiment entendu sur le retour de Wilfrid Nancy, son image sur son retour Columbus. As-tu été surpris aussi? En même temps, il a été bien applaudi quand il est venu au stade, Wilfrid. Comment t'as vécu ça, son retour, Olivier? C'est intéressant parce que j'en discutais au FC 919 à la radio, puis j'ai fait référence à des discussions, Fred, qu'on avait il y a longtemps, à l'époque où on travaillait ensemble. Puis souviens-toi, on disait, puis on s'entend que le club opérait de manière beaucoup plus rocambolesque que maintenant, avec l'arrivée de Gabriel Gervais, qui a été quand même précédé de Kevin Gilmore, qui a remis quelques trucs en place. Je pense qu'au final, il faudra lui donner un peu de crédit aussi, même si il va toujours être associé au rebrand. L'arrivée d'Olivier Renard qui a mis de la cohérence dans le projet sportif. Mais souviens-toi, Fred, ce qu'on disait, c'est s'il y avait un 110% pour parler à l'époque de l'impact de Montréal. Puis moi, je pense que j'étais agréablement surpris de voir à quel point le retour de Wilfrid Nancy, un potentiel hommage, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais une vidéo pour reconnaître et dire merci. Moi, j'avais aucune attente par rapport à ça. Ça aurait été une agréable surprise. Il y avait aucune obligation de la part du club parce que ça reste un coach de l'adversaire. Ça reste un gars qui a choisi de s'en aller et de prendre le staff avec lui aussi. Mais si je suis Gabriel Gervais, je suis fier du fait que ce soit un sujet de conversation, ce soit en quelque sorte
dans l'univers sportif de la métropole, ce soit un talk of the town parce que ça montre que tu es rendu là. Et peu importe tu te trouves où dans ce dossier-là, je pense que Wilfried Nancy avait assez de capital de sympathie avec la manière avec laquelle il s'est comporté. Le club a maintenant aussi assez de capital de sympathie pour qu'on garoche pas tout ça dans la cour du club en disant ça kick des poubelles, c'est tout croche, puis on aurait dû mieux gérer le dossier, même si moi je pense que ça aurait pu être géré différemment. Est-ce qu'on aurait eu un résultat différent? Point d'interrogation. Mais c'est ça que je retiens de ce retour-là, où au final, les supporters qui avaient à dire merci ou qui avaient à faire un petit clin d'œil d'une manière ou d'une autre à Wilfried au stade l'ont fait. Puis je pense que c'est ça qui compte le plus pour lui parce qu'un hommage, souvenez-vous, l'hommage pour Didier Drogba après la finale de l'Est, match aller en 2016 à Montréal, c'était plaqué de chez plaqué. Là. C'était pas senti pour 2 scènes. Alors moi, j'aime mieux que ce soit fait par les supporters qui tiennent à le faire parce que ça, c'est organique plutôt que potentiellement plaqué. Non, mais attends une minute, il y a encore de l'animosité aussi. Pas de l'animosité, mais l'affaire là, il y a eu cet entraînement où ils sont arrivés, ils ont voulu s'entraîner, puis le club a dit ouais, mais il nous reste plus de terrain avec du gazon, il nous reste juste du terrain synthétique, vous allez vous entraîner là. C'est la première fois que ça arrive et c'est fait à dessein aussi. Je sais que Columbus a trouvé que ça manquait un peu de classe et je sais que Columbus en a peut-être parlé à la Ligue aussi. Je sais pas s'il va y avoir des suites, je sais pas s'il y a des sanctions. En même temps, ça reste bénin, là, c'est pas la fin du monde, mais tiens Kev, je vais te mettre dans une position, peut-être qu'il y a des gens sur Twitter qui vont taillir après ça, mais est-ce que c'est bébé ou c'est de bonne guerre? Justement, de dire au Columbus, vous entraînez sur le synthétique plutôt que sur le gazon? Je pense que c'est les deux en même temps. Et je pense même que c'est correct que ce soit les deux en même temps. On parle quand même d'une équipe dans la conférence de l'Est où les marges entre faire les séries éliminatoires, se qualifier pour un match à la maison et être en dessous de la ligne rouge sont très petites. Donc, il y a toujours cette explication-là ou cette excuse-là qui peut être utilisée. Ensuite, il y a aussi le fait que oui, il y a de l'animosité. Oui, c'est maintenant une rivalité qui se crée entre les deux clubs. Et pourquoi pas l'embrasser? Pourquoi pas justement sauter les pieds joints dans cette opportunité-là. Et des fois, il y a des gentils, il y a des méchants, et dans une histoire, il faut une personne de chaque côté ou une entité de chaque côté, et l'histoire est meilleure. Mike Tyson, sur Evander Holyfield, ça résonne moins dans la culture populaire. Et je pense que peut-être Montréal a trouvé son nouveau Toronto avec Columbus et avec les acteurs qui sont inclus dans ce roman, parce que ça va être un roman qui va se dérouler durant les prochaines années. Et je pense qu'on pourrait voir justement le début d'une rivalité et pourquoi pas embrasser le côté de mauvais garçons et peut-être qu'on dirait aussi, si vous êtes un fan de lutte ou si vous avez déjà écouté un petit peu la lutte, il faut des bons, il faut des méchants, puis embrasser le côté heel. Exactement. Montréal a turné heel, puis des fois, c'est ça qui fait que... OK, puis c'est Montréal le heel. Ah ben ouais, pourquoi pas? Embrasser son côté. Exactement. On est le heel, mais nous, on dit qu'on est bon. Le méchant, il dit jamais que c'est le méchant. Le méchant, il dit, ben non, venez de mon côté, c'est comme le côté obscur. Il dit pas que c'est le côté obscur, on dit que le côté plus puissant. En tout cas. Là, ça devient complexe parce que si c'est ça, OK, mettons qu'on achète pour 2 secondes que c'est une nouvelle réalité parce que pour répondre à ta question tout à l'heure, moi, si tu le fais avec toutes les équipes, puis c'est un avantage compétitif que tu vas aller chercher, j'ai aucun problème avec ça. Si ça respecte les règles de la Ligue, aucun problème avec ça. Si tu le fais juste pour le Crew de Columbus, désolé, c'est un peu cheap. Ou c'est un manque flagrant de planification. Mais là, si ça devient cette rivalité-là, OK, moi j'embarque. Pourquoi tu leur vends Rudy Camacho? Ouais. C'est un peu ironique par contre, hein? Parce que Waterman est blessé. On envoie un gars en défense qui a joué 9 minutes en carrière, se fait manger par Rossi aussi, puis l'autre côté, Camacho est là. C'était un peu ironique, ce match-là. Non? C'est pas ironique. Moi, je pense que ce que ça montre, c'est que tu as voulu parier sur une fin de saison en souhaitant être capable de ramasser de l'argent pour Rudy Camacho, chose que tu n'allais jamais faire si la fenêtre des transferts se fermait, et préparer l'an prochain. Mais c'était pas un projet pour les 10 matchs qui restaient. Sinon, tu gardes Rudy Camacho puis tu dis c'est un coût d'opération, le 400 000 qu'on va pas chercher. C'est là où j'ai de la difficulté un petit peu à me situer dans ce dossier-là.
Ouais. Tu sais, ce qu'il a dit, deux choses, premièrement. Ce qu'il a dit, Wilfried Nancy, à propos de, j'ai demandé pourquoi tu es allé chercher Camacho, comment il s'inscrit dans ton truc? Il dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à passer mon message un peu plus aussi. On est rendu à une partie de l'évolution où on a des subtilités en défense, particulièrement parce que s'il y a un chantier du coup de Columbus, l'attaque il a replacé ses gars en attaque, mais il y avait du talent. Cucho était là, Zellerian sort, puis c'est Rossi qui arrive. T'es quand même grillé de ce côté-là. Mais en défense, il fallait de la subtilité, de la façon de jouer, puis il dit Rudy va m'aider à passer mon message. Alors, au-delà de ses qualités, je pense que c'est un bon défenseur en MLS, Rudy, puis ça l'a été dans les dernières années. Il va aider à raffiner le message et à raffiner le jeu. Du moins, c'est l'intention. C'est pour ça qu'on a payé 400 000 à Columbus pour aller le chercher, alors qu'il était joueur autonome à la fin de l'année. Ils avaient besoin de ça. Ils ont vraiment des ambitions aussi. Peut-être pas assez vite. Torkelson, c'est un peu bizarre de voir Jabang alors que Torkelson est là depuis longtemps, puis que finalement, il est même pas sur le banc, puis c'est Alvarez qui est là. Ça, c'est un peu bizarre. J'ai eu ce feeling-là aussi, puis peut-être les deux, vous pouvez prendre la balle au bon. Pendant le match, je regardais le match, je disais, parce que c'est indéniable, OK? On peut l'aimer puis pas l'aimer, Wilfried Nancy. Ces équipes, ça joue bien. Puis c'est pas pour rien que l'ensemble de la MLS capote, puis c'est le choix hip ou les hipsters de la MLS. Ça joue bien, c'est intéressant, c'est excitant. Puis j'étais là, puis j'étais comme, c'est ça qu'on a vécu hier. Puis je rejoins peut-être certains partisans qui sont frustrés parce qu'on est privé de ça. Tu sais, puis je faisais mes recherches. Max Hafston, d'accord? Hafston, c'est le choix de Super Draft de cette année de cette équipe-là. Il y a 2 buts, 2 passes. Écoute, il serait 2e meilleur marqueur. Tout le monde marque dans cette équipe-là aussi. C'est la meilleure attaque de l'Est. Tout le monde marque. Ça joue vite, ça joue bien. Ça, j'ai eu un petit pincement au cœur en disant, à Montréal, on voyait ça à chaque jour, c'était pas mal l'an dernier. Une équipe qui joue avec le ballon aussi, si on regarde les possessions, c'est une équipe qui a la plus haute possession dans l'association de l'Est, je crois deuxième en MLS. C'est une équipe aussi qui est capable de bien se démarquer et de ce qu'ils appellent de changer leur hotspot. Si on regarde le heat map ou ce qu'on appelle dans le fond, la carte de possession et la carte d'exécution d'un match. La carte de chaleur. La carte de chaleur, ouais. C'est le temps de parler de carte de chaleur. Au montrer où les zones, c'est plus foncé, où les joueurs ont joué plus souvent à ces places-là. Sont capables de changer cet endroit-là, justement, le plus utilisé du terrain pour être capable de se créer de l'espace, des fois, pour soit alimenter Cucho, comme on a vu au dernier match, 3 buts, tour du chapeau parfait, avec pied gauche, pied droit et de la tête. Et aussi, on peut voir du côté de Rossi, lui, capable de se démarquer, trouver de l'espace. Et on voit les bons changements gagnants aussi de Wilfried Nancy, ce qui est une de ses marques de commerce avec Montréal. Donc, on peut voir toutes ces choses-là qui nous ont justement fait découvrir le CF Montréal avec Wilfried Nancy au cours des dernières années. Donc, oui, si justement on revoit l'ex, ça fait mal. On voit que l'ex se porte très bien, ça fait toujours plus mal. Mais au moins, du côté de Montréal, on peut voir que c'est une équipe, si on regarde la masse salariale, si on regarde aussi autre chose, côté projet, oui, c'est peut-être pas une ambition similaire au Crew Columbus, c'est pas des moyens similaires, mais côté résultat, côté coaching gagnant de l'Osada récemment aussi, on peut voir une certaine progression qui même lors je ne veux pas appeler ça une vente de feu, mais lors qu'une équipe se départit ses meilleurs éléments au cours des 10 derniers mois, on peut voir quand même une équipe qui, pour l'instant, est quand même au-dessus de la ligne rouge. Tu sais, au niveau de ces changements, il y a ça, puis on l'a dit plus tôt dans l'année. Moi, je pense qu'il est pas pire, les changements de Sada, puis il y a l'humilité de reconnaître quand ça fonctionne pas. Il l'a fait à la mi-temps, puis il a gagné la deuxième mi-temps, dans le fond, 2-1 au final. C'est un stretch de l'esprit, en quelque sorte, mais il a quand même eu l'humilité de faire les changements puis de faire les bons changements aussi. Attends, Fred, vas-y. Deux petits trucs parce que je pense qu'il faut faire attention, et moi, je suis le premier à avoir vraiment apprécié ça en 2022. Il faut faire attention de ne pas tomber en amour avec l'idée que tout le monde va marquer. Simplement parce que Hernan Losada, il va jouer beaucoup plus en contre-attaque. Ça ne donnera pas le temps au Alistair Johnston de ce monde de se rendre à des endroits où ils vont pouvoir marquer. C'est arrivé avec George Campbell, mais je pense que ça va être plus anecdotique. La charge statistique de tes attaquants va être beaucoup plus importante à mes yeux, là, c'est le temps qui nous le dira, sous Hernan Losada, que ça a été le cas avec Wilfried Nancy, parce que tout le monde gardait le ballon beaucoup plus longtemps, ce qui veut dire que tu as le temps de te rendre.
Tu te ramasses à 8, 9, 10 des fois près du tiers offensif et c'est ça qui fait que beaucoup plus de gars vont être mis à contribution. J'ai très hâte de voir ce que Gabriel Corbeau, par exemple, va faire parce que depuis un mois, lui, il a décidé de se virer en attaquant. Là. Il veut scorer, c'est clair, hein? Écoute, et il va marquer. Moi, je pense que le jour où ça débloque, il va se trouver un filon. Là. La comparaison est boiteuse, mais tu sais, Jordi Alba, il n'y a pas 50 000 armes dans son sac, mais il y en a une ou deux, puis il sait vraiment bien les utiliser. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, tu parlais de voir l'ex revenir, puis ça fait mal. Je reviens un petit peu sur notre premier sujet. Wilfried Nancy, il ne faut pas oublier que le club, et je comprends que ce n'est pas les mêmes dirigeants qui sont en place maintenant, mais le club l'a laissé sans travail pendant 3 mois avant que Rémi Garde décide de le ramener parce qu'il voulait un semblant de continuité avec ce qui était là avant lui. Il ne faut pas oublier non plus que cet ex-là, quand c'est venu le temps de donner des fleurs, les fleurs étant un intérim, on a choisi d'aller chercher Wilmer Cabrera, qui, lui, savait pas trop c'était qui Rod Fanny. Puis à un moment donné, quand Rod Fanny s'est mis à jouer, il a dit « Hey, il est bon, lui. » Il est pas pire. Donc, ça, je pense qu'il faut... Tu sais, on est très focalisé sur la dernière année et demie. Et c'est correct parce que c'est les deux années où Wilfried Nancy a été en charge, puis après ça, il a décidé de partir ailleurs. Mais tu sais, il y a aussi le fait que Nancy a dit qu'une des grandes fiertés de sa carrière, ça a été d'être en mesure de changer la vie financière de ses adjoints. Ça, à quelque part, en allant à Columbus, il y a ce que tu dis, puis il y a ce que tu dis pas. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il n'y en a pas d'ajustement à faire. Puis nous, ce qu'on veut, c'est opérer avec un beaucoup plus petit, des moyens plus modestes sur le terrain, sur le banc, dans les bureaux. Et tu sais quoi, avec la cohérence des dernières années, puis le fait que là, tu es en position pour faire les séries, c'est tout à fait légitime d'avoir ça comme projet. Encore, c'est les prochaines années qui vont nous le dire, mais je voulais juste apporter ce petit bémol-là. Parce que ton ex, à l'époque, est-ce que tu as vu en elle ce que c'est devenu finalement? Peut-être pas, puis c'est quelques années plus tard où tu as peut-être payé pour ça. C'était pas ça, ouais. Moi aussi, j'ai 2 choses. Wilfried Nancy, aussi, il a pris le rabais maison quand il est devenu adjoint. Ils ont fait une économie d'échelle quand Biello a pris tous les assistants, tous les coachs de l'académie pour devenir ses assistants. Disons que la masse salariale des coachs était pas très élevée aussi. Ça aurait été intéressant de faire la comparaison avec le reste de la ligue. Puis tu disais les statistiques. Philadelphie, Jim Curtin dit tout le temps, nous autres, nos attaquants, les stats, ils ont tout le temps des bonnes stats. Parce que Philadelphie, ça va vite devant. Les attaquants marquent beaucoup de buts. Le reste, nécessairement, c'est pas... José Martinez, aussi, a marqué son premier but cette année. C'est une belle... En tout cas, je vais juste souligner que c'était une belle parenthèse par rapport au style de jeu puis par rapport à comment les statistiques sont remis dans tout ça. Vous y croyez aux séries? On en parle depuis le début, mais il reste quand même 7 matchs. Kevin, on dit, Kevin, 43 points peut-être pour faire la série, 42-43. Donc, entre 7-8 points peut-être pour le CF Montréal jusqu'à la fin. Les 2 prochains, on peut faire la saison en même temps, parce que les 2 prochains sont à domicile, Chicago, Cincinnati. Exact, non, et je suis absolument d'accord. Et si on regarde aussi, il y a quelques équipes qui ont des matchs en main et le total de matchs joués n'est pas similaire pour tout le monde. Donc, je regarde souvent le point par match, points per game. Montréal, 1.3 présentement. Et si on regarde DC, Chicago, 1.22, 1.19. Même pour Charlotte, Montréal a quand même un 10e d'avance, ce qui est quand même pas mal à ce moment-ci de la saison. Je trouve que Montréal, oui, avec une belle performance contre Chicago, qui est une équipe prenable, mais l'équipe qui se bat justement pour une place en série, un fameux match de 6 points. Montréal pourrait faire mal à Chicago, justement, et à son ancien entraîneur, justement, d'un ancien entraîneur à l'autre, avec Frank Lopez qui revient c'est moins le bercail pour lui, mais c'est un peu un petit arrêt dans sa carrière. Une séquence de 2 matchs de suite avec des coachs, d'anciens coachs qui reviennent. Exactement, et même Klopas, j'ai eu la chance justement de rencontrer au cours des années, qui est vraiment très agréable à prendre un breuvage pour il était mis avec tout le monde, hein. Il était mis avec tout le monde, Frank Lopez, tout le monde là-dedans. Alors qu'il était, son passage à Montréal a été c'était assez particulier. Pour vraiment embrasser le côté heel, là, CF Montréal devrait faire un vidéo hommage pour Frank Lopez au prochain match. Vraiment un long vidéo hommage. Ça serait vraiment très, très bon. Juste un moment qu'on revoit en boucle, un certain moment qui s'est passé du côté des lignes de côté pendant la Ligue des Champions. Un meme officiel, ou un NFT. Exact. Ça n'existe plus, les NFT, mais peut-être un NFT de Frank Lopez qui joue du bassin. Tu sais, il vient de nommer des équipes DC, Chicago, Charlotte, même NYCFC puis les Red Bulls.
Montréal, Oli, est aussi bon, meilleur que ces équipes-là? C'est beaucoup trop inégal pour qu'on soit capable de répondre à ça, surtout avec le départ de Rudy Camacho. Joel Waterman joue ou joue pas? Jules Anthony Vilsaint, tu le fais commencer tous les matchs comme attaquant. Moi, personnellement, je sais là, qu'il y a une période où tu joues 3 matchs en une semaine, il faut peut-être que tu gères un petit peu. Mais qui d'autre te montre la confiance, l'ambition de marquer comme Jules Anthony Vilsaint en ce moment? Ouais. Pour moi, il n'y a personne d'autre qui a l'air d'un attaquant capable de faire en sorte que quelque chose débloque comme Vilsaint. T'essayes Lassi Lapalainen. OK, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé avec Lassi Lapalainen? Puis on se demande encore comment, avec la même vitesse, puis je le sais, là, c'est pas la même carrière du tout, mais je parlais de Jordi Alba tout à l'heure. Le gars a compris qu'il y a 3 moments par match où ça s'ouvre en avant de lui, puis il peut partir. Il a fait une carrière là-dessus. Lapalainen a toujours pas trouvé ce ou ces moments-là dans un match. Ça peut être 1, 2, 3 séquences. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment ça... Faut pas qu'on l'a brassé, par contre, Lapalainen, à gauche, à droite, dans le milieu, de semi-ailier. On l'a brassé parce que tu as l'impression qu'il faut que ça se réveille. Tu sais, je veux dire, tu le fais jouer à droite, tu le fais jouer à gauche. Une fois de temps en temps, tu as un flash, mais moi, ce que je comprends pas, c'est si Lapalainen jouait comme Dominic Odoro jouait dans le temps, là, il est 3 heures, on ferme. Là. C'est garanti. Mais il n'utilise pas sa vitesse. Écoute, moi, j'étais une tortue sur un terrain, avoir eu un semblant de vitesse comme Lassi Lapalainen, j'aurais voulu l'exploiter tout le temps. C'est comme s'il veut jouer comme un Bryce Duke ou un fabricant de jeu. Donc ça, c'est un des gros points d'interrogation. Puis ça reste une équipe qui, pour moi, peut-être que ça change si tu as un Vilsaint parce que justement, j'y vois un plus grand potentiel de conclure dans la surface de réparation ou devant le but, mais tu n'as pas assez de maîtrise. Tu n'es pas assez... D'un point de vue émotif, d'un point de vue technique, tu ne maîtrises pas assez les rencontres. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'à partir du moment où tu encaisses le premier but, c'est terminé. À l'inverse aussi, tu me diras, à partir du moment où tu marques le premier, t'es parti pour la gloire, mais ça reste très, très, très inégal. Moi, de dire que sur les 2 prochains matchs, surtout sachant que tu joues contre Cincinnati, qui est de loin la meilleure équipe de la Ligue jusqu'à maintenant cette année, je pense que ça va jouer beaucoup plus tard que ça à la fin de la saison de confirmer sa place. C'est beaucoup lui mettre sur les épaules et si j'étais son coach, Hernan Nosada pour Vilsaint, je trouve bon, puis j'ai pas le choix. Je pense que c'est indéniable. En ce moment, c'est le meilleur, puis c'est lui qui est le plus fin de but. Mais c'est joué gros. Non, je suis pas parce qu'il s'est fait manger à New York, puis encore là, je dis ça, Thiago Martins était plus gros, puis c'était un terrain plus petit aussi. En tout cas, qu'est-ce que tu as à dire? Qui continue de se faire manger. Lassi Lapalainen ne se fait pas manger. Sunusi Ibrahim ne se fait pas manger. Matko Miljevic ne s'est pas fait manger. Ofor, il déplace de l'air. Puis moi, j'apprécie beaucoup son engagement, mais qui se fait pas manger à sa manière dans cette équipe-là? Et qui a le potentiel d'encore être là dans 1 an et demi, 2 ans? Moi, tu mets toutes tes minutes sur Vilsaint. Puis en plus, c'est une question de feeling, là. C'est le high test, c'est celui qui a l'air d'un attaquant quand il se retrouve dans la surface. Est-ce qu'il y a des croûtes à manger? Mais c'est quoi ton projet? Et juste pour être clair là-dessus, moi, mes attentes, c'est pas qu'ils brûlent les derniers matchs de la saison, c'est pas qu'ils finissent avec absolument pas, mais c'est de lui donner une longueur d'avance en vue de l'an prochain, sachant que de toute façon, dans l'immédiat, c'est celui qui m'inspire le plus. Ça donne aucune garantie de résultat. Ça se peut qu'il se trouve sur 2, 3 des derniers matchs de la saison, mais personnellement, voyant le potentiel de tous ceux qui sont là, je suis très confortable avec ça. T'as raison. T'as besoin de 6-7 points aussi. Alors, sur 7 matchs, il se trouve sur 3, il y en a même 3 ou 4 où il est pas pire. Moi, j'aimerais ça. On en a parlé au dernier. Il me semble qu'on a abandonné solide sur Toy, alors que Ofor, Sunusi, entre autres, ont pas extraordinairement beaucoup mieux joué que Mason Toy aussi. Mason Toy, je pense aussi il faut aussi mettre Toy dans une position qui va l'aider à faire sortir ses qualités aussi. Si on met Toy, puis son premier rôle, c'est de presser, le premier qui presse, je pense pas que c'est vraiment le rôle qui va l'aider à briller aussi. Je pense qu'il y a une certaine malléabilité des attaquants qu'on doit avoir avec leur rôle principal. Et on parle d'un attaquant principal qu'on n'a toujours pas su identifier cette saison. On parle de plusieurs marqueurs de quelques buts, mais aucun vrai marqueur principal avec cette équipe. On parle de Vilsaint. Selon moi, Vilsaint peut être très bon présentement comme
attaquant secondaire, comme le deuxième meilleur marqueur d'une équipe, comme celui qui, justement, va trouver le fond du filet lorsque l'attaquant principal est marqué, mais on n'a toujours pas cet attaquant principal avec Kyoto et les blessures et ses frasques et toutes les choses qui sont aux alentours des attaquants présentement. Ofor qui veut, mais c'est pas le cas. Et on parle aussi de Opoku. Oui, puis on parle aussi de Poku qui réussit à se démarquer, mais qui est à recherche de confiance, qui est à recherche peut-être de son tir et trouver son petit espace qu'il a de la misère à trouver présentement dans le système à l'Osada. Et tout ça ensemble fait que oui, Vilsain ressort du lot, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier un attaquant principal et je pense que c'est ça que Montréal manque d'ici au moins le succès. Montréal est en pause donc pour ce week-end. On est en pause internationale et on se retrouve le 16 Montréal contre Chicago. Et après ça, on enchaîne le mercredi suivant aussi avec Cincinnati, la meilleure équipe de la Ligue. Ça sera pas simple. Ce qu'on va faire, c'est une courte pause. Au retour, on va bénéficier des conseils un peu. Voyage d'Olivier Brett. Je vous parle des secrets les mieux gardés de la MLS. Et aussi, on nomme un gagnant de notre concours parce que, hey, les jeunes... on vous parle, 11 Montréal, et on se parle, on s'entend les un et l'autre. OK, à tout de suite. De retour sur les ondes de 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous, en compagnie de Kevin Laramé et de Olivier Brett qui nous rejoint aujourd'hui, qui se joint à l'émission. C'est un grand plaisir vous connaissez, bon, RDS, FC 919, Apple TV, il est partout. Et Verdun aussi, probablement. Tes conseils voyage, Olivier, parce que cette année, on a visité pas mal d'affaires. T'as pas visité les mêmes nécessairement que nous. C'est pour ça que je te le demande. Si, pour les gens qui nous écoutent, t'avais une place, si on se dit, ça y est, je suis un fan MLS, faut que j'aille voir un stade dans cette ligue-là, tu vas où? Oh, OK, un stade. Ou un stade ou une ville, ou un de chaque, peut-être, je sais pas. Je suis un peu déchiré entre Portland et Minnesota United. J'ai eu l'occasion d'aller à Nashville. Tu sais, question de ville, Austin, ça a été une superbe découverte. J'ai été pris là, entre guillemets, au début de la saison parce qu'il y avait une tempête de neige à Détroit, puis j'ai été obligé de rester une journée au complet de plus. Puis j'ai découvert, on dit que c'est la Californie au Texas, et c'est une très belle description de ce que Austin est. Le stade est beau, l'ambiance extraordinaire aussi. Nashville, la ville, pour ceux qui sont allés, moi, c'était ma première expérience. C'est unique, là. C'est un univers parallèle du country, de la musique, etc. Mais je ne sais pas si c'est le fait qu'on est à Montréal, qu'il y a une genre de population, c'est pas égal, là, mais c'est comparable entre Minneapolis, Saint Paul, puis Montréal. Le fait qu'il y a un côté un peu nordique qu'on a tellement bien embrassé là-bas, puis tu as l'impression que c'est... Déjà, le stade est magnifique. C'est une mini-réplique du Allianz Arena en Allemagne. Mais c'est des petites choses. Tu sais, t'es allé, toi, Fred, cette année? Non, je suis pas allé. J'avais la COVID. J'ai été remplacé par mon understudy. Kev, c'est vrai. Mais mon Jean Valjean. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a les écrans, puis il y a une horloge qui est une vieille horloge. Là. C'est un anachronisme. Là. Tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose que j'ai demandé aux gens là-bas, d'ailleurs. Et c'est une histoire de gars du Minnesota qui sont allés voir la Coupe du monde en Allemagne, sont allés à Saint-Pauli, ont vu une vieille horloge comme ça. Puis quand c'était le temps, au vieux stade à Minnesota, de refaire l'écran géant, ben, tu as un de ces gars-là qui a dessiné, qui a fait un sketch parce que c'est un architecte, a décidé de contribuer à la mise en place d'une horloge comme ça parce que ça coûtait trop cher, sinon 60-70 000 pour un vrai écran géant, un cadran. Bref, on a amené cette horloge-là dans le nouveau stade sans le dire aux gars qui étaient responsables. C'était 3 chums qui sont partis pour l'Allemagne. Il y a ça. Il y a l'énorme roche qu'il y a aux abords du terrain sur laquelle les gens placent une écharpe. Et cette roche-là, ben, ça vient du nord de l'État du Minnesota, puis c'est pour rappeler l'héritage minier de l'État. Comment ils ont réussi à faire du son d'un canard quelque chose de cool sans que ça ait l'air quétaine au possible, je trouve ça phénoménal. Il y a une autre belle petite touche, tu sais, un loon en français, c'est quoi? C'est un huard. Un huard.
Bon. Ça, c'était une pièce, là. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. T'as juste des billes de sang, master. Ça, on le sait, mais bon. Exactement. Ils ont le UR, le logo du club, dans les estrades, puis l'œil du UR est rouge. Ils ont un siège rouge dans le stade qui représente The Eye of the Loon. Et ce siège-là est réservé à un membre actif ou retraité des Forces armées, qui est l'invité de Minnesota United à chaque match. Tu peux mettre aussi le Wonderwall qui est là du côté opposé de l'horloge. Et surtout, moi, c'est une affaire qui m'a vraiment marqué parce que ça coûte rien faire ça. Mais tu as l'impression que c'est organique. Et non seulement c'est organique pour ceux qui sont habitués, parce que c'est eux qui l'ont créé, mais c'est facile à suivre pour les fans qui ne viennent pas d'habitude et qui sont au stade pour une première fois. À chaque fois que tu as un corner, tout le monde est debout avec les écharpes. Moi, j'étais là pour un match de Toronto où Minnesota poussait vraiment en fin de match, puis c'était corner après corner. C'était le retour de Reynoso, c'était son premier match, il est arrivé du banc. Tout le monde qui se lève, surtout du côté du Wonderwall, avec les foulards. C'est un rituel qui est tout simple, mais je ne l'ai pas vu dans d'autres stades cette année. Puis ça montre à quel point tu es capable d'être unique, même si tu es un parmi tant d'autres, un parmi 29 en MLS. Mon expérience de match au Minnesota, là, chapeau, tu as l'impression qu'il y a des décennies d'histoire derrière ce club-là, et pourtant c'est une équipe qui vient d'arriver il y a quelques années seulement. Oui. Puis moi, par moments aussi sous-performe en série, mais vraiment, tout le monde le dit, je pense que c'est le plus beau stade présentement à MLS. OK, cool. Merci pour ça. Alors, Minnesota sur notre liste, notre bucket list, assurément. Je voulais pas continuer ce podcast-là sans mentionner les 152 matchs de Samuel Piette, recordman des joueurs de champ aussi. Ça valide, c'est facile à dire, Oli, mais ça valide je pense que tu disais la même chose dans tes podcasts puis à la radio. Piet, Wanyama, il y a peut-être de l'argent, du moins à mettre ailleurs aussi. Je sais pas si tu avais besoin des deux. Même si les deux, GS6, c'est facile à dire à ce moment-ci, les deux ont joué l'an dernier, eux étaient bons ensemble. Cette année, ils auraient pu jouer ensemble aussi en partie, mais ça valide de tout ça. Hey, d'ailleurs, je pense, juste pour conclure là-dessus, je pense pas que c'est un Piet ou Wanyama. C'est un Piet et quelqu'un qui est capable de faire la job de Wanyama pour moins cher, parce que Piet a été blessé là, pendant plus de 100 jours cette année. Tu fais quoi sans Victor Wanyama? Donc, c'est pas est-ce que tu as besoin d'un autre profil comme ça? Je pense que la réponse, c'est oui, sinon tu te ramasses trop vite les culottes à terre. Mais est-ce que tu peux payer avec les dépenses du CF Montréal? Est-ce que tu peux payer de loin ton salaire le plus important au poste de milieu défensif pour un gars que tu ramenais pas, là? Il était parti. Souvenez-vous du bilan de fin de saison. Je m'en vais en vacances, on va voir. Mais au mois d'août, il disait, je reviens pas l'an prochain. Et là, tout d'un coup, tu reviens avec 1,5 million en salaire. Moi, je pense que c'est là où on est passé un peu à côté, mais ça s'est avéré une bonne police d'assurance parce que sans Wanyama cette année, si tu le remplaçais pas, comme tu as fait avec beaucoup de joueurs en attaque dans l'entre-saison, tu étais dans le trouble, pas à peu près avec la blessure de Samuel Piet. Ouais, Kevin, on a besoin d'un jingle, les stats approximatives de Freddy, quelque chose de même. Il faudrait trouver un brainstorm là-dessus. Juste parce que je veux le dire, parce que souvent les gens disent, surtout par rapport à Montréal, ils ont en partie raison, mais le fait que on n'investit pas, c'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord. Mais cette année, en ce moment-là, si on prend les masses salariales, puis encore là, les masses salariales, c'est difficile de savoir au complet. Mais sur les 14 premières équipes qui dépensent le plus, si tu prends le top là, des équipes qui dépensent le plus, TFC premier et les Galaxies deuxième, il y a 6 équipes sur 14 qui font les séries éliminatoires présentement. Puis si tu prends le bottom 15, les 15 derniers, il y en a 12 sur 15 qui sont en séries éliminatoires. Alors, l'argent encore, il y a encore moyen d'avoir des projets comme Montréal, comme Colorado, même si Colorado, c'est tout croche cette année. Tu dépenses rien, puis tu es quand même en train de performer aussi en MLS. C'est là que tu as besoin notamment là, d'un directeur sportif astucieux et de justement d'exploiter c'est là que les joueurs de l'académie valent leur pesant d'or, écoute, ce que Mathieu Choignard apporte cette année, ça n'a pas de prix pour cette équipe-là. À 250 000, même s'il est relativement bien payé, ou du moins payé correctement, là, c'est pas un scandale, mais ce qu'il vaut présentement dans ce contexte-là, puis dans ce que je viens de dire, extraordinaire aussi. Voilà. OK. On a fait un petit
Je voulais faire un petit spécial cette semaine, dire les secrets les mieux gardés de la MLS, parce que des fois, nous, on est très Montréal-centrique aussi à 11 Montréal et on s'enferme un peu. Puis le reste de la ligue, il y a des choses qu'il faut aller voir. Alors, je vais faire un top 5. Je vous l'ai envoyé déjà avant notre enregistrement. Top 5 des secrets les mieux gardés de MLS. Alors, je vais faire la nomenclature, puis jumper si vous avez quelque chose à dire là-dessus. J'essaie de circonscrire les 5 secrets les mieux gardés de la MLS. Secret numéro 1, Brian White, les Whitecaps de Vancouver. Chez Oli, t'en as fait des matchs d'eux. Écoute, 10 buts, 4 passes cette année. Moi, je pensais que c'était pas grand-chose, Brian White. Je pensais que c'était juste un joueur issu des rangs collégiaux qu'on allait oublier rapidement. À 27 ans, il joue super bien et depuis que Sartini s'est rendu compte que lui puis Gold, c'est peut-être sa paire d'attaquants la plus intéressante. Écoute, ils ont perdu contre Kansas City 3-0 puis contre Seattle à domicile 3-2. À ce moment-là, il s'est dit ça y est, je mets Gold et White en avant. En MLS, ils sont 4 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Puis en Coupe des Ligues, ils ont gagné. Ils sont 1 victoire, 1 défaite, 1 match nul. Mais la défaite, c'était contre Tigres au tir au but. Match nul, c'était contre Léon. Ils ont tenu tête à 2 grosses équipes quand même du Mexique. Brian White, c'est un des secrets les mieux gardés de la MLS. T'as tellement bien fait de parler de Vanni Sartini parce que ça a été une de mes découvertes cette année. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui avant quelques-uns des matchs. Il n'y a jamais un moment où tu finis ta conversation avec lui où tu n'as pas une, voire des pépites. J'ai fait un match de Cascadia Cup. C'était à Portland, justement. Vancouver était là. Puis Sartini dit, nous, les rivalités canadiennes, là, ça n'arrive pas à la cheville de la rivalité de la Cascadia Cup. Et tu parlais d'être Montréal centré sur Montréal tout à l'heure. C'est un peu, c'est pas la fin du monde, là, mais c'est un peu choquant d'entendre ça. On est tellement fiers d'avoir 3 clubs canadiens en MLS. On parle de championnat canadien, mais la réalité géographique fait en sorte que Vancouver est vraiment déconnecté de Toronto et Montréal et beaucoup plus connecté sur le nord-ouest des États-Unis. Puis quand Vanni Sartini, tu lui parles de Brian White, il dit, tu sais, les coachs, c'est comme des parents, ils vont toujours te dire qu'ils aiment leurs enfants égal. Mais moi, je vais vous dire que c'est pas vrai. Brian White, c'est mon préféré. Je l'adore. Tu sais, puis il dit ça, puis tu peux t'en aller avec, là. C'est pas des blagues, puis il dit pas c'est juste entre nous, là. Il l'assume. Vanni Sartini, c'est un des personnages les plus intéressants de la MLS. Puis pour revenir sur Brian White, quand tu fais le calcul, il a toujours marqué en moyenne, là, parce qu'il est passé à côté de sa saison dernière. C'est toujours 1 but aux 3 matchs. 1 but aux 3 matchs avec les Red Bulls 2. 1 but aux 3 matchs avec les Red Bulls, 1 but aux 3 matchs avec les Whitecaps de Vancouver. Là, ça devient vraiment intéressant parce que tu as un échantillon qui te fait dire qu'il est capable de faire le travail, mais ça donne quoi Brian White qui prend beaucoup de place si tu essaies d'amener à côté de lui un Marco Di Vaio? Tu sais, si tu essaies d'amener un attaquant top, est-ce qu'il y a de la place pour ce gars-là ou est-ce que Brian White monopolise trop d'espace ou trop d'attention? Ça, je trouve que c'est une discussion intéressante parce que tu as parlé de Ryan Gauld tantôt. C'est un gars qui n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. C'est un gars qui n'a pas peur de travailler. Il est top, Ryan Gauld. Hein? Il est top. C'est vraiment un bon joueur désigné. Il est extraordinaire, mais c'est un gars qui va travailler. C'est pas un gars qui va dire « Hey, faites le jeu, puis moi, je vais conclure. » C'est un gars très utile. C'est un gars très efficace, mais c'est pas un artiste. Est-ce que tu pourrais avoir un artiste à côté de Brian White? Je le sais pas, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est un profil de MLS tellement intéressant. Je peux même, si possible, rajouter sur Brian White aussi que la relation entre Brian White et Vanni Sartini, ça peut remonter jusqu'en 2021. Une des raisons pour que Vanni Sartini a eu l'étiquette intérim relevée et enlevé seulement, il y a eu de travail, c'est justement que la performance de Brian White en fin de saison 2021, lorsqu'il a été acquis par les Whitecaps, justement, il a marqué 12 buts cette saison-là avec les Whitecaps, même si seulement ses buts projetés étaient 8,4, il a quand même eu une performance au-dessus de ce que les statistiques, lui, prédisait. Et cette relation, justement, avec l'entraîneur qui sait que son travail a été aidé par la performance d'un joueur. Et l'année passée, il y a eu beaucoup de patience du côté de Vanni Sartini. Et justement, cette saison, on peut revoir le Brian White avec une confiance lors des derniers matchs. Au début de la saison, je me rappelle, j'ai fait un match justement de Vancouver. Et oui, j'étais peut-être un petit peu trop sur
trop sévère sur Brian White, mais il se crée des occasions. Il me rappelait un Dominique Oduro avec plus de talent lorsque créer des opportunités, mais n'était jamais capable de les finir. On voyait un petit peu ça. Et présentement, la finition de Brian White est très près du nombre d'opportunités qui se créent. Donc, on revoit justement Brian White du côté des buts marqués. OK, avoir Brian White, c'est un des secrets, c'est mon premier. Mon deuxième, encore là, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu en réaction avec ce que je ressentais, puisque qui était mon feeling. Kevin, tu fais du pari sportif. Je suis prêt à prendre un pari avec toi pour la finale, la US Open Cup, qui est prévue le 27 septembre. Miami reçoit Houston. Houston, écoute, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais Houston, c'est une des bonnes équipes de la MLS cette année. C'est une attention à Houston, je suis prêt à même aller prendre en finale sur la route. Si tu me donnes du 2 contre 1, mettons. Ah ouais, je vais donner du 2 contre 1, puis moi, je vais. Tu sais, quand le côté paris sportif, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a le côté, ah oui, les statistiques, qu'est-ce que le monde en fait? Une petite statistique facile, le nombre de trophées gagnés par Lionel Messi est 47 et le nombre de finales qu'il y a eu, je crois, est de 60. On parle d'un pourcentage de réussite d'au-dessus de 70. Là, je vais te laisser y aller avec Houston et tu vas donner du 2 pour 1. Ou tu peux me donner à 1-0 pour commencer le match, quelque chose de même. En tout cas, moi, ce que je veux souligner. Lors d'une finale, je ferai Messi. Je veux souligner que c'est Houston, même s'ils sont toujours en orange. Je sais pas, j'ai quelque chose avec l'orange, je pense qu'il me tape un peu. Herrera joue comme une bête. Là, juste un petit conseil, hein, Fred, là, moi, je suis pas ferré en paris sportif, mais arrête de prendre Kevin comme bookmaker. Là. Va-t'en à Vegas tout de suite parce que tu vas avoir une bien meilleure cote qu'un 2 pour 1 pour Lionel Messi face à Houston. Ouais, c'est vrai que mais c'est moi en même temps, c'est moi. Tu vois comment je suis pas bon dans les paris sportifs. Rapidement, j'ai fait un deal pour du 2 pour 1. Herrera est bon, Carrasquilla aussi est top, meilleur joueur de la Gold Cup aussi. Allez voir Houston d'ailleurs, ils sont en finale de la US Open Cup. Mon deuxième secret de la MLS. Mon troisième, je commence par cette question-là. Puis là, l'an dernier avec Wilfried Nancy, on a beaucoup parlé des buts encaissés projetés en quelque sorte, des buts qu'ils auraient dû encaisser. Ils avaient tout le temps une meilleure fiche que dans la réalité, en fait. Pour les XGA, êtes-vous capable de nommer les deux meilleures défenses de MLS en ce moment? Pour les buts projetés encaissés, dans le fond. Top of the head. Il y en a une équipe dans chaque association. Vas-y. Les Red Bulls de New York, meilleure défense pour les buts projetés, et le FC Dallas pour les buts projetés. Les deux sont à 27.2 et 27.8 respectivement. Ces deux équipes, si vous regardez, les Red Bulls, premièrement, c'est l'équipe qui fait le plus de fautes. C'est tough de jouer contre eux, même si c'est ultimement facile de gagner parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas grand-chose en avant. Meilleure équipe, une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe dans les airs pour les duels aériens. Dallas, ils ont un gars, Tafari, je sais pas si vous avez vu aussi, qui est vraiment pas mal ces derniers matchs. Allez voir ça. Puis pour vous dire, vous comparez, Nashville est à 30.7, meilleure défense de la Ligue, sans contredire Nashville, 30.7 de buts projetés, encaissés. Puis Seattle est à 28.5. Alors, il y a quand même une marge entre ces équipes-là. Red Bulls puis Dallas, des défenses qui sont difficiles à percer quand même. Petit conseil, si tu es en discussion avec le coach de Nashville, Gary Smith, il va être très, très heureux que tu dises que son équipe a la meilleure défense de la Ligue. Faut pas les présenter comme une équipe défensive, par contre. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ça a évolué du côté de Nashville, qui était considéré comme une équipe plate là, pendant un bon bout de temps. Puis là, on essaye de garder l'ADN des Walker Zimmerman. Il y avait Romney qui était là. Là, il a été remplacé. Mais on essaye de se détacher un peu de cette étiquette-là. Puis Hani Mukhtar aide évidemment un peu. Oui, mais Sam Surridge aussi, le nouvel attaquant, est pas mal pour Nashville. Puis, mais en même temps, tu sais, tu parles de particularité, tu parlais de Minnesota. Eux, dans le jeu, il n'y a pas personne qui jouait comme Nashville en MLS. Non. C'est vraiment, vraiment particulier. Puis le fait qu'il soit passé de l'ouest à l'est cette année, ça désavantage. Écoute, ça fait grincer des dents à plusieurs équipes de l'est qui se disent tabarnouche. Vous rentrez une équipe d'expansion qui est pas pire finalement, mais vous nous envoyez Nashville, c'est tough. Une question que je posais à Mathias Van Alst, en fait, à la radio. L'an prochain, là, sachant que John Herdman vient d'arriver, on s'entend qu'il va y avoir un enthousiasme, il va y avoir un renouveau, là, que ce soit des joueurs qui sont là en ce moment qui se réveillent ou d'autres joueurs qui sont achetés qui, on va l'espérer du côté de Toronto, vont mieux cadrer dans le projet de jeu. Quoique Bill Manning dit « Parlez-moi pas de projet de jeu, moi je veux juste gagner ». Je pense que John Herdman va arriver puis il va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Il y a
tout le dossier Miami, là, c'est les deux, entre guillemets, pires équipes de l'Est en ce moment. L'an prochain, est-ce que c'est la conférence de l'Est la plus compétitive depuis que Montréal est dans la Ligue? Je ne parle pas de qualité de jeu parce qu'évidemment, ça augmente d'année en année, là, mais est-ce que c'est l'année où ce sera le plus difficile de se tailler une place en série? C'est dur à dire. Parce que Philly, qu'est-ce qui va arriver avec Philly? Ils ont des joueurs autonomes. Ouais, c'est toujours Cincinnati, stable. ouais, c'est vrai que c'est toujours stable depuis longtemps, mais en même temps, Nouvelle-Angleterre, qu'est-ce qui arrive avec Bruce Arena, puis les joueurs désignés, puis ça vieillit. Orlando, moi, je sais jamais où donner de la tête par rapport à Orlando. Est-ce qu'on va en Facundo Torres? Atlanta, moi, je les trouve pas si bons cette année. On en a amplement parlé ici, puis j'ai fait rire de moi, mais moi, je trouve qu'Atlanta, c'est la somme de talents. C'est pour ça qu'ils sont bons. Sinon, sur l'ensemble de ce que je vois, je suis un peu en dessous. Fait que, puis là, en même temps, t'as des NYCFC qui va peut-être revenir aussi à un moment donné, mais bon. C'est une bonne question. Je pense pas que les deux New York vont être aussi mauvais l'année prochaine, même que si on regarde une Charlotte qui a quand même des ambitions, ils ont beaucoup d'abonnés de saison, ils ont une certaine idée d'avoir du succès. Ouais. Donc, il y a quand même, ça va prendre deux équipes qui descendent. Je pense que DC, on s'entend que c'est un des très bons candidats à manquer les séries l'année prochaine. Donc, c'est à voir qui reste et est-ce que Montréal va être un de ces candidats-là à sortir ou est-ce que Montréal peut trouver un autre filon de succès quelque part? En même temps, ça change tellement vite aussi en MLS. C'est rare. Tu sais, on parle de continuité. C'est ce qu'il y a à Philadelphie. D'avoir été bon sur une si longue période, il y a quelque chose d'extraordinaire. On continue dans mes secrets les mieux gardés. On va le faire vite. Les Galaxy ne perdent plus, hein. D'ailleurs, ils ont joué Houston le week-end dernier. Une défaite à leurs 11 derniers matchs, malgré qu'ils n'aient pas Chicharito. Ils jouent dimanche contre Saint-Louis. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Je vais regarder ce match-là dimanche 20h. Saint-Louis, LA Galaxy. C'est une curiosité. Avec Pouge, ils ont perdu Brugman aussi. C'était, à mon avis, peut-être un des meilleurs milieux de terrain, sinon le meilleur milieu de terrain dans la Ligue. Ça continue à bien fonctionner. Greg Vanney, moi, je pense que c'était un entraîneur que on ne l'aimait pas, puis c'est un gars qui a une bonne estime de lui, mais je pense que c'est un des bons entraîneurs de MLS, Greg Vanney. Et je finis là-dessus. Regarde ce qui se passe à Toronto depuis son départ. Exactement. Ouais. 1+1. Puis je veux finir là-dessus une dernière affaire, secret mieux gardé. Noel Buck, le jeune joueur de 18 ans de Nouvelle-Angleterre. First, il est bon, mais il vient d'être sélectionné pour les U19 de l'Angleterre. Écoute, Ali, dis-nous comment c'est big. 2023. Ce serait jamais arrivé. Je pense pas que ça arrive il y a 2 ans. Ça montre à quel point les a priori, c'est certain que les a priori sont encore là pour les gros stéréotypes. Mais quand tu as des gens qui veulent faire leur travail sérieusement, ratisser la planète pour trouver les meilleurs joueurs, que ce soit en club ou en sélection, la MLS est plus négligée. C'est une faute professionnelle maintenant si tu es un recruteur ou un sélectionneur, si tu dis à la MLS, il n'y a rien à trouver là. C'est une faute professionnelle. Ça ne l'était pas, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Tu pouvais dire, la pandémie, MLS is back, c'est des saisons tronquées qui donnent une mauvaise appréciation. Il n'y avait pas de gens dans les estrades. Tu as des équipes qui voyageaient peu, comme Montréal. Ce serait jamais arrivé. Pour moi, c'est un... Tu sais, quand je disais que Lionel Messi, son arrivée, c'était à point parce que les gens vont découvrir le reste. Ben, le reste, Noel Buck, c'est peut-être pas une star de MLS, mais il fait partie de ces joueurs-là que tu regardes puis tu dis, écoute, c'est qui lui? Puis là, tu commences à t'intéresser puis tu te rends compte que tu n'es pas le seul à t'intéresser. Il y a les équipes de jeunes de l'Angleterre aussi. Ah non, il est top, Noel Buck. Puis il va jouer notamment avec Job Bellingham, le frère de Jude Bellingham, qui joue à Sunderland présentement. Alors, voilà, il est en bonne posture. C'était mes 5 secrets les mieux gardés. Je veux juste vider mon carnet de notes par rapport à Brian White. Je ne sais pas si les gens l'aiment cette statistique-là, mais American Analysis parle de goals added, ce qui est l'équivalent au baseball, c'est le WAR. C'est-à-dire les buts que ta présence sur le terrain ajoute techniquement. C'est un indice pour dire à quel point tu es efficace pour une équipe. Le premier en MLS, c'est Thiago Almada. Le deuxième, c'est Brian White. Puis faites descendez les 20 premiers, là, ça a de l'allure. C'est des joueurs qui ont du talent dans les 20 premiers. Alors, je ne sais pas à quel point cette statistique-là est bonne ou sous, mais ça donne un indice, ça donne une piste de réflexion. Pour Montréal, dans les goals added, je vous donne le top 6, OK?
les deux premiers, dans les Ghost Added, Camacho puis Kamal Miller. Bon, Miller a remonté à cause de Miami, mais Camacho était premier dans les Ghost Added. Alors, quand on disait que tu as un peu moins de chances de faire les séries quand tu te débarrasses de Camacho pour 400 000, ça peut se vérifier, c'est vérifiable. Lassi Lapalainen pour aller contre Olivier Brett est troisième, Opoku quatrième, Waterman cinquième, puis Vilsaint sixième présentement dans les Ghost Added. Puis, je le dis pour ça, c'est chiant, mais tu regardes tout en bas de la liste. Attends, je vais reprendre la liste là, que j'ai downloadée ici. Tout en bas de la liste, si je me fie, on est à 757 joueurs. D'après ça, savez-vous qui est dernier? Four? Bryce Duke. Dans les goals added, la pire statistique en MLS de tous les joueurs, Bryce Duke. Donc, le joueur qu'on peut dire J'ai trouvé ça chiant. Qui fait moins bien que son prochain remplaçant, c'est Bryce Duke, dans la Ligue au complet. Assurément. Puis son prochain remplaçant, souvent, ça arrive au même moment où Lapalainen embarque. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Peut-être. Ouais, peut-être que justement, l'algorithme. Je sais, mais tu sais, pour c'est chiant pour Bryce Duke qui n'est pas top présentement, mais. Ouais, mais moi, Bryce Duke, même. J'ai la même position que j'avais tout à l'heure avec Vilsaint. Ouais. Ce qui se passe en ce moment, c'est growing pains. Je suis capable de vivre avec ça. Par contre, à la fin de la saison, je pense qu'il va y avoir quelques constats. Bryce Duke, dans pas mal toutes les facettes de son jeu, c'est léger. Je pense que c'est un peu léger en termes de personnalité. C'est un peu léger physiquement. C'est un peu léger dans le volume de jeu, parce que des fois, tu sens que c'est le gars qui veut peut-être un peu jouer comme numéro 10, mais pas avoir l'éthique de travail que Georgi Mihailovic a développé, parce que c'était pas ça au début. Donc, c'est un peu léger dans tout. Et je commence avec la personnalité, parce que je pense que comme ça avait été le cas lors du bilan de fin de saison 2020, le constat va être qu'en 2024, tu as besoin d'ajouter de la personnalité. C'est ce qu'on avait dit après la seule saison de Thierry Henry. Mais là, Wanyama, est-ce qu'il reste? J'en doute. Tu sais, je veux dire, tu vas trouver le moyen qu'il s'en aille puis que tu t'économises le 1,5 million, que tu le réinvestisses à quelque part d'autre s'il ne joue pas d'ici la fin de saison. Le SADA implore tous les saints du ciel pour un attaquant, justement. Fait que ce 1,5 million-là. Romel Kyoto revient pas, c'en est un qui a de la personnalité. Kai Kamara est parti, Rudy Camacho est parti. C'est beaucoup de personnalités. Alistair Johnston, puis je comprends qu'il y en a là-dedans, ça commence à dater un peu leur départ. Mais est-ce que tu as ramené des personnalités fortes? George Campbell, je l'apprécie beaucoup, mais il n'est pas rendu là. Gabriele Corbeau, je le trouve extraordinaire, mais est-ce qu'il y a ce genre de bagou-là? Est-ce qu'il y a cette présence-là en défense? Je pense que c'est un des chantiers. Herrera, c'est pas la même chose que Johnston. Herrera, c'est un gars qui est assez gêné aussi dans sa personnalité. C'est pas une tare, là. C'est un bon joueur. Mais t'as raison. Et ça, c'est dans une équipe où Mathieu Choinière en a pris encore plus du galon de personnalité cette année. Mais tu veux faire ressortir quelque chose des gars qui sont là, qui sont présents, mais éventuellement, tu vas avoir besoin d'aller chercher des gars qui en ont un peu plus. Et pour conclure sur Vilsaint, je le vois ça en lui. Encore une fois, j'ai pas des attentes qui cassent tout, mais quand tu le vois offrir une passe décisive, quand tu le vois marquer, puis il se retourne, puis il demande au stade de se lever, tu sais, je veux dire, il n'y a absolument aucune raison basée sur son historique de penser qu'il est capable de faire soulever le stade. Pourtant, lui, il est branché sur ce câble-là. Je suis capable de faire ça, mais je pense que c'est le genre de confiance, de personnalité dont le CF Montréal va avoir besoin à partir de maintenant. Ça m'a surpris, ça. Je l'ai dit dans le reportage parce que toute l'année, le SADA m'a dit, puis ce qu'on me parlait de Vilsaint, c'est un gars assez introverti, c'est un gars un peu gêné, c'est un gars aussi qui devait devenir professionnel, c'est-à-dire dans son éthique de travail puis dans son rapport aux autres. Quand je l'ai vu haranguer la foule comme ça contre le coup de Columbus, j'ai trouvé ça assez agréable de la part de jeune Anthony Vilsaint qui continue, puis on le sent aussi, on le sent affamé. C'est comme ça qu'on le veut comme attaquant aussi. Il aurait pu faire une passe à un moment donné, pas grave. T'es un attaquant de tir. C'est un attaquant, du moins, c'est un cliché, là, mais un attaquant, c'est quelqu'un qui est un peu j'ai juste selfish, qui est un peu égoïste un peu, ouais. Égoïste, merci, ouais, voilà, égoïste. Voilà, OK, ben écoute, ça finit cette édition du 6 septembre de 11 Montréal. Avant d'aller plus loin, Oli, tu sais que je veux être éternel. J'ai de la difficulté avec vieillir. Non. Et je veux m'assurer, je veux être cool. Je veux m'assurer que les jeunes et moi, on parle, tu sais.
Et on a lancé un concours la semaine dernière, c'est-à-dire c'est pour les joueurs, les gens qui sont au Cégep. Ceux qui écoutent 11 Montréal, vous deviez m'interpeller via Twitter. As-tu vu comment aussi je demande des gens de Cégep d'aller sur Twitter? Est-ce qu'il t'informe que ça s'appelle plus Twitter? Non, c'est ça. Il m'informe que finalement, hey, le vieux. Non, mais il y en a deux qui ont répondu. En fait, plus que deux, mais il y en a deux que j'ai choisis qui vont devenir panélistes d'un jour à 11 Montréal. On va peut-être même organiser un petit concours aussi de ce côté-là. Alors, je voulais nommer les deux gagnants qu'on va contacter sous peu. OK, capotez pas si on l'a pas fait au moment où vous écoutez ça. Mais on va vous contacter sous peu. Félix-Antoine Beauchemin et William Gagnon. William qui est à Jonquière notamment, et Félix-Antoine qui est en journalisme aussi, je crois. Les deux donc veulent participer à 11 Montréal. Alors voilà, pour reconnecter avec la jeunesse, on va faire ça dans les prochaines semaines. Félix-Antoine et William seront nos co-panélistes. Alors voilà. Hey, non mais François Legault ou moi, qui s'engage le plus pour la jeunesse? Hein? Je vous laisse décider. Kevin, je sais que tu on va se partir une chaîne. Les Balado 11 Montréal va être sur TikTok bientôt et dans pas long sur Threads aussi, j'imagine, si on se tient cool avec la gang. Ouais, je sais pas, je connais aucune danse TikTok. Il y a se brancher sur la jeunesse où il y a être pris à l'époque du cégep aussi. Parce que Kevin, pour la petite histoire, à l'époque où Fred et moi, on faisait des matchs ensemble de Ligue des champions le mardi, mercredi après-midi, Fred me disait, peux-tu croire, il y a des gars qui sont au cégep en ce moment, qui sont entre deux cours ou qui vont pas à leur cours puis qui vont peut-être nous interpeller dans 15-20 ans puis dire, hey, pendant mon cégep, moi, je regardais des matchs au lieu de faire mes travaux, au lieu de faire mes devoirs. Il y a quelque chose, là, je pense. Fred puis le cégep, là, c'est une relation éternelle. Je rêvais d'avoir un gars qui me dise 20 ans plus tard, je fumais des battes en écoutant Bayern Munich, FC Barcelone. C'est très cégep, puis c'est probablement très vrai aussi. Il faut juste qu'on les cherche un peu. Puis... Je veux juste préciser que ça, c'est l'histoire officielle, mais je me sentais pas confortable de partager les mots de Fred si c'était ceux-là, mais c'est verbatim. Mais non, mais on est un des seuls podcasts qui est vraiment à l'aise avec les psychotropes ici. Ça, c'est important à dire. 11 Montréal, puis c'est un safe space pour ceux qui les utilisent, avec parcimonie, là. Mais vous pouvez les utiliser. T'es notre Olivier Brett, t'es notre psychotrope à nous, t'es notre drogue, notre gateway vers encore plus de choses, vers un quatrième univers ou un quatrième dimension. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça, je veux te dire. Ça fait plaisir, Elvis Stoïco. J'ai toujours de la difficulté avec mes sentiments, tu sais. Oui, c'est correct. Je suis comme très proche, mais aussi très loin. C'était un peu. En tout cas, thank you, buddy. Daddy Love. C'est dommage, on a manqué de temps pour l'expérience douchale, mais ce n'est que partie remise. Ça va être on va tirer la sauce. Jusqu'à la fin de l'année, les gens vont rester accrochés en se disant quand est-ce qu'on va avoir l'expérience douchale. Mais je supporte aussi. J'ai eu une très bonne expérience douchale à Minnesota aussi. C'est vrai que le stade est très beau. Donc, Minnesota, belle place. Parce qu'on l'a dit, hein, Kevin et moi, on s'envoie par texto des fragrances dans les hôtels, les fragrances de body wash puis de shampoing aussi, parce que il y a vraiment un beau monde créatif aussi. C'est important. Même trop, si vous avez des samplings, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui est au bas de votre écran. Case postale, Balado 11 Montréal, merci. Moi, ça existe plus en passant les samplings. Toutes les bouteilles sont au mur. Exactement, c'est mieux. Je pense qu'ils ont compris que Ross dans Friends, il n'y avait pas juste des personnages fictifs qui ramassaient tout ce qu'il y avait à ramasser dans une chambre d'hôtel. C'est mieux pour l'écologie aussi. Moi, peux-tu croire que je suis supposément un animateur professionnel, mais je scrape tout le temps nos fins de podcast. C'est ridicule. Un jour, je vais y arriver. Ça prend de l'entraînement. OK. Salut Olivier Brett, salut Kevin Laramé. Je m'appelle Frédéric Laure. Merci d'avoir pris du temps pour nous télécharger ou nous écouter. Bon jogging ou bon bat sur le divan. Ça dépend comment vous nous consommez. À bientôt.